Bonjour, alors nous continuons notre conversation sur les thèmes des chrétiens et de l'écologie qui peut aussi être vivifiée par la pensée chrétienne. En tout cas, c'est les questions que nous nous posons. Et alors, à cet égard, il me semble qu'il y a un point qui doit être éclairci, c'est cette particularité du christianisme d'être universel. Ça veut dire que dans cette religion, il est dit que c'est une religion qui met l'accent sur l'altruisme, et donc on doit aimer son prochain, mais tout le monde, tous les prochains. C'est-à-dire que... Et alors, cette ouverture est ressentie parfois, même par d'autres religions ou par des cultures différentes, comme une sorte de stratégie dans la compétition entre les différentes religions. Et donc là, il y a cet universalisme. Et en plus, je pense qu'on doit dire que cet universalisme du christianisme a irrigué toute la pensée occidentale. Et c'est ce qui renforce cette question. Oui, le risque, c'est un risque d'impérialisme, enfin, au fond, ce que tu dis. C'est-à-dire que l'idée que je suis universel et puis vous devez croire ce que je dis, quoi. Donc, c'est perçu, ça peut être perçu tout à fait comme ça. Alors, en fait, et dans la partie un peu civile, c'est un peu le cas. Oui, non, mais d'ailleurs, c'est arrivé, c'est pas juste théorique, hein, bien entendu. En fait, bon, il y a quand même... moi, je pense que ce qu'il faut, quand on dialogue avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, ou qui est vaguement chrétien, il faut trouver des points de rencontre, de discussion. Alors, il y a quand même quelque chose qui est dans l'Évangile, qui est ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est ce qu'on appelle, quelquefois, en termes techniques, la règle d'or. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous ne voulez pas. Souvent, c'est sous forme négative. Là, tu l'as dit sous forme positive. Dans l'Évangile, c'est sous forme positive. Mais, enfin, le contraire, finalement, revient au même. Ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous, ne le faites pas, ne leur faites pas eux. Ça, c'est très basique de la société. Alors, en fait, oui, mais... la liberté individuelle limitée à la liberté des autres. Ouais, mais pas seulement la liberté. Je veux dire, par exemple, si tu voudrais pas que les générations précédentes aient gaspillé la nature, donc ne gaspille pas la nature pour les générations suivantes. Tu vois, c'est un peu autre chose que la liberté individuelle. Et cette règle d'or, on l'a trouvée en fait alors, on l'a au moins retrouvée en Chine, en Inde, indépendamment du christianisme, j'entends évidemment, en Perse. Dans le judaïsme et bien sûr dans le christianisme. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une manière de concevoir les rapports avec les autres d'une manière qui paraît naturelle quand on le dit comme ça. Maintenant, imagine par exemple, je vais prendre un exemple par exemple sur l'accueil des immigrés. Ouais. Alors on se dit bon c'est difficile. Alors, maintenant, imagine que toi tu es immigré. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi? Oui. Fais-le pour les autres. Déjà, si on raisonne comme ça, bien sûr. On le voit différemment. Oui, bien sûr. Alors c'est pareil, tu voudrais quand même que les autres te respectent un peu. Enfin, un minimum. Tu ne leur demandes pas forcément d'être à tes petits soins, à tes pieds, etc. Mais bon. Donc, voilà. Et alors, je pense que sur cette base-là, quand même, on peut justement avoir un universalisme qui n'est pas un universalisme de conquête, mais de dialogue. On peut arriver, je pense, à se comprendre et à partager un certain nombre de choses. Oui, mais ça reste un sujet très très difficile, il me semble, parce que ça peut malgré tout être compris comme une stratégie. C'est le problème de cet ancrage local. D'ailleurs, je crois me souvenir de mes lecture qu'à l'époque romaine, l'empereur Julien, qui était très anti-chrétien, se demandait, ce Dieu qui n'est ni un Dieu de Carthage, ni un Dieu de Grèce, il est partout. Alors,
Donc ça les choquait. Oui, alors en fait, mais ça c'est vrai, si tu veux, que dans le monothéisme, en tout cas dans sa version judéo-chrétienne, il y a une manière, il y a quelque chose de critique dedans. C'est un potentiel critique dans le monothéisme, parce qu'en fait, dans le polythéisme, chacun a son petit Dieu. Mais Donc chacun fait ses petites affaires, et chacun son idole. Et puis, voilà. Alors que effectivement, dans le monothéisme, Dieu, en fait, surplombe les hommes, et en fait, il est capable de dire, même à celui qui se croit roi, tu te crois roi, mais tu n'es qu'un homme face à un autre homme, et donc effectivement, il y a une dimension critique. Tu te crois propriétaire d'esclaves, mais en fait, devant Dieu, tu es comme un esclave. En fait, c'est quelque chose qui a été dit aussi dans l'Empire romain. Donc, effectivement, c'est ça, on le trouve dès le début entre Caïn et Abel. Donc, on pourrait dire la corporation des agriculteurs et la corporation des éleveurs de bétail. Ouais. Et donc, qui va gagner? Si l'éleveur de bétail tue le cultivateur, Dieu vient lui dire, mais tu as fait mourir ton frère. Voilà, si on est tous frères, ça crée des obligations. Mais si on est dans une situation un peu plus polythéiste, ma foi, chacun ça reste. Oui, je vois, mais ça reste quand même une grosse difficulté contemporaine avec notamment justement les problèmes d'immigration et avec le problème de l'islam aussi, qui est monothéiste. Alors, donc, ce que tu dis est clair, mais difficile à penser comme organisation concrète contemporaine. Ça s'appelle la démocratie. En fait, je sais pas d'une autre manière, c'est qu'en gros, l'idée de la démocratie, c'est qu'on est capable de parler à quiconque. Et de trouver un langage commun. C'est une idée qui est quelquefois à la limite de l'utopie. Mais en fait, et je pense que dans le dialogue interreligieux, c'est comme ça qu'il faut procéder. C'est dire au fond, arrivons à dire au moins, jusqu'à quel point, jusqu'à où on est d'accord. Et essayons déjà d'aller jusqu'au point où on est. Tout ce qu'on. Après ça, voyons les désaccords. Voilà. Bon, le fait qu'il y ait des guerres, le fait qu'il y ait des conflits, encore aujourd'hui, on pensait qu'après ce qui s'est passé au XXe siècle, on aurait pu penser que ça s'estomperait. Et donc, on rejoint un peu la question qu'on avait déjà un petit peu évoquée, qui est le fait de savoir si le christianisme est susceptible de changer ou ne pas changer les choses d'une certaine façon. On arrive un peu à cette question, puisque là, si on t'écoute, on pourrait dire, donc un dialogue est toujours possible. Oui, mais alors un dialogue est possible avec les gens tels qu'ils sont, et ça pose un peu la question de savoir si les chrétiens peuvent changer les choses. Oui, alors en fait, après ça, la question, si tu veux, c'est ce que Moscovici, Serge Moscovici, qui était un psychosociologue, appelait les minorités actives. Donc il avait remarqué que dans une société, des minorités pouvaient influencer des majorités. Mais pas n'importe comment. Il fallait qu'en fait, justement, il y ait une position a priori non agressive, mais déterminée. Alors, il a commencé par faire des petites expériences tout à fait artificielles, en projetant par exemple dans un cinéma, il projetait des diapositives vertes et bleues, ou un peu plus vertes, un peu plus bleues, et jusqu'à où on pensait qu'elle était verte et jusqu'à où on pensait qu'elle était bleue. Oui, alors ça, c'est des sujets, ça mange pas de pain, comme on dit. Ouais, alors ce qui était quand même intéressant, c'est qu'en fait, il y avait évidemment des comparses dans la salle qui avaient comme consigne de voir un peu plus de vert que normal. Et est-ce qu'ils arrivaient à influencer l'autre partie de la salle? D'accord, je vois. Ouais. Alors en fait, il avait fait plusieurs configurations. Dans une configuration, il y avait une majorité de gens qui étaient des comparses, et donc qui pesaient sur la minorité, qui effectivement finissait par se dire, tiens, puisque tout le monde voit du vert, je vois du vert. Sauf qu'en fait, après ça, parce que l'expérience était répétée, quand il laissait des gens qui avaient été influencés par la majorité tout seuls dans la salle, ils revenaient à leur perception de départ. Ils avaient plié devant la majorité pour un temps, mais ça fait. Alors, après ça, il avait fait une autre situation où les comparses étaient en minorité. Et donc il voyait plus de verts, mais c'était une minorité. Mais quand même, progressivement, ça a influencé les gens plus lentement, mais par contre, ça avait changé leur perception. Oui.
Donc c'est la psychologie de groupe, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Alors en fait, et ce qui était intéressant, et c'est là-dessus que vous avez travaillé Moscovici, c'est paradoxal. On pense qu'une majorité a plus d'influence qu'une minorité. À court terme, c'est peut-être vrai. Tu fais plier. Mais la question, c'est pas ça, c'est convaincre. Pour ce qui est de convaincre et de faire changer en profondeur, une minorité a plus de poids. Pourquoi ? Parce que justement, c'est une minorité. Donc tu l'écoutes si tu veux bien. Et quand il y a une minorité qui, en fait, a un point de vue relativement consistant, au bout d'un moment, tu te dis, mais après tout, pourquoi pas ? Oui, c'est très intéressant, mais en même temps, ça me fait un peu réagir parce que je me dis que bon, ça me paraît un peu simple. Je ne voudrais pas dire simpliste, mais un peu simple. Non, et en même temps, je me dis, mais les managers de la communication, tout ça, ils vont savoir le faire. C'est pas si facile parce que justement, il faut être convaincu soi-même. Non, et alors, Moscovici prend des exemples. Il prend des exemples historiques. Oui. Alors, ce qui est intéressant, quand il écrit le bouquin, il dit, il y a actuellement, quand il écrit le bouquin, c'était en 1970, par là, je ne sais plus exactement, il dit, aujourd'hui, il y a quand même un contre-exemple, c'est les dissidents soviétiques, qui sont une minorité. Oui, ils n'arrivent pas à retourner. Oui, mais quelques années plus tard, l'histoire lui a donné raison. C'est ça qui colle très fort dans le bouquin. Là, écoute, oui, mais enfin, bon, ça me paraît... Non, mais je vais te dire, il y a un exemple. Aujourd'hui, justement, puisqu'on parle d'écologie, justement, je pense que les écologistes, aujourd'hui, fonctionnent comme une minorité active. C'est-à-dire que tu te disais au début, c'est que le sur Berlu, tu vois, c'est un peu des fêlés de la nature. Ce dit encore un peu d'ailleurs. Oui, justement. Mais si tu regardes, année après année, en fait, leur influence quand même s'étend. Alors évidemment, peut-être pas aussi vite que ce qu'on voudrait, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui en fait deviennent eux-mêmes écologistes sont assez convaincus. Oui, alors je suis d'accord là-dessus, mais bon, ça me fait penser donc à un point que je voulais aborder, c'est que Serge Moscovici a peut-être raison dans un principe un peu, mais c'est toujours pareil, on peut encore aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut faire semblant, en vérité. Mais bien sûr. On peut faire semblant, donc et en ce moment, ça me paraît très actuel, donc c'est la question de les faux dévots de l'écologie. Voilà. Je fais semblant d'être écologue, c'est le greenwashing, etc. Je mets de l'écologie dans toute ma publicité, et puis alors... il y a personnellement, parce que bon, j'ai étudié un peu la finance, c'est l'histoire de ce qui est en train d'être réfléchi à Bruxelles sur les... Je voulais en dire un mot, cette histoire des marchés de compensation. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, ça va au-delà de ce qui est imaginable. Ça consiste tout simplement, pour dire les choses très simplement, que un promoteur, donc il peut raser la nature pourvu qu'il puisse désigner un autre endroit où on pourra la laisser pousser, on pourra la laisser faire avec ses animaux, etc. Donc là, on bétonne, on supprime la nature, et ailleurs, on pourra la laisser... Donc on compense, marché de compensation. Mais non seulement ça, mais le projet en question sera mis en marché sur les marchés financiers comme on fait pour les options actuellement sur les produits dérivés. C'est-à-dire qu'on fera un marché au-dessus des projets de compensation. Alors ça me paraît complètement fou parce que bon, on détruit tout de suite et puis on ne sait pas du tout ce qu'on aura. C'est très choquant. Donc là, c'est la poursuite un peu des excès de ce que on vient de dire. Pas tout à fait, parce que si tu veux, en fait, là... Ce que tu décris, c'est ce que Molière avait décrit dans le personnage de Tartuffe, c'est-à-dire que le faux dévot, le gars qui en fait fait semblant. Mais Tartuffe est possible quand le roi Soleil est catholique, quand toute la France est catholique, Tartuffe est possible, et c'est même intéressant d'être un Tartuffe. Mais imagine une situation, si tu veux, où le christianisme soit une minorité, qu'est-ce que tu as comme intérêt à être Tartuffe ? Ah oui, il y a cet équilibre-là qui joue. Et donc en fait, tu peux être vraiment écolo. Être vraiment écolo, ça a un certain prix aujourd'hui. Si tu décides toi-même au moins de changer de mode de vie, d'être un peu militant, etc. Par contre, à partir du moment où tout le monde dit que l'écologie c'est pas si mal, être faussement écolo, ça peut être intéressant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'en gros, tu vas pas avoir la même pratique. C'est moins intéressant. S'il y a beaucoup de gens qui sont écolos, tu as intérêt de prétendre que toi-même tu l'es. Par contre, si tu es pour ce qui est d'être une minorité consacrée qui essaye de vraiment faire avancer les choses, c'est aujourd'hui toujours une minorité. Bon,
Je veux dire, par exemple, je vais prendre un exemple, les gens qui sont agriculteurs bio, aujourd'hui, bon, ils sont de plus en plus nombreux, mais ils sont toujours une minorité. Oui, c'est difficile. Imagine qu'un jour l'agriculture bio devienne majoritaire, je suis sûr qu'il y aura plus de faux bio. Oui, oui. Tu vois, parce que ça sera juste intéressant de l'être. Oui. Aujourd'hui, ça reste quand même un choix qui a un certain coût, et donc il n'y a pas beaucoup de faux bio. Enfin, il y en a oui, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, mais en même temps, dans le domaine de l'industrie, les voitures, tout ça, il y a une publicité énorme et tout ça, il y a beaucoup de greenwashing. Et oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord. Non, mais tu me demandes la question, c'est qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire là-dedans? Je reviens à ta question. C'est ça. Bon, les chrétiens peuvent effectivement, un des effets induits d'une revendication chrétienne, c'est des gens qui vont se donner bonne conscience en faisant du greenwashing. C'est pas exclu. Là, je suis d'accord avec toi. Mais tu peux aussi t'interroger sur justement quelles sont tes priorités, quel sens tu veux donner à la vie. Après tout, si tu veux consommer à tout le berzingue, c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. Enfin, on peut s'interroger. Enfin, je pense que les chrétiens, ils ont quand même pour mission de poser des questions. Pas forcément, en l'occurrence. Ils ont leurs réponses, ça on peut leur laisser. Mais au moins poser des questions. Poser la question, c'est est-ce que c'est une bonne idée de massacrer la nature pour un bénéfice à court terme? Est-ce que c'est même satisfaisant d'accumuler des biens? Oui, là c'est. Au bout d'un moment, tu peux vraiment te poser la question. Oui, enfin, oui, tout à fait. À partir du moment où je ne parle pas de la misère, mais à partir du moment où tu n'es plus dans la misère, est-ce que c'est vraiment intéressant de continuer à accumuler? Je pense que c'est un des points sur lesquels ils ont vraiment à faire avancer les idées. C'est tout ce qui touche aux excès de la propriété, incontestablement. Il y a quelque chose qui... c'est à moi, donc j'ai le droit d'y faire ce que je veux, etc. Moi, j'avais un collègue, puisque toi et moi, on a eu à peu près le même statut, donc on était des fonctionnaires très bien payés. Et oui, il faut reconnaître. Oui. Alors à un moment donné, j'ai discuté avec un collègue qui avait le même statut que nous, qui allait à ce qu'on appelle le Conseil général des ponts. Enfin, ça s'appelle plus comme ça, enfin peu importe. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il me dit, j'attends la retraite. Mais je lui ai dit, tu peux la prendre tout de suite? J'ai dit, bon d'accord, tu vas perdre de l'argent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire avec tout l'argent? Parce que je veux dire, mais là, je pense que je suis complètement d'accord sur ce point. D'ailleurs, Peggy était quelqu'un qui avait écrit un livre sur l'argent dans lequel il dit une vie simple est possible. On n'a pas besoin de tout ça. Ça, je souscris tout à fait. Et ça, c'est très écologiste, comme les chrétiens. Mais alors, tous les chrétiens ne sont pas comme ça. C'est ça un peu la question. Ils sont un peu aussi entraînés par une espèce de conformisme, entre guillemets, qui fait qu'on vit un peu comme tout le monde. Alors, il y a des pays, par exemple, où c'est bien vu d'être chrétien. Aux États-Unis... bien vu d'être chrétien. Oui, non, mais il faut quand même voir ça. Non, aux États-Unis, peut-être de moins en moins. Mais en tout cas, là où il y a ce qu'on appelle... le Bible Belt, là, enfin les régions vraiment dominées par les chrétiens protestants aux États-Unis, si tu veux faire des affaires, tu as autant intérêt à dire que tu es chrétien. Alors, dans ces cas-là, évidemment, n'importe quoi apparaît. Au nom du christianisme, tu justifies n'importe quoi. Dans d'autres zones où c'est plutôt mal vu d'être chrétien, je pense qu'il y a peut-être plus de vraies questions qui surgissent, tu vois. Je vois. Alors, il y a un autre point très important qu'il faut absolument que nous abordions, c'est la question de l'individualisme et des responsabilités collectives. Donc ça, alors, pour essayer de faire comprendre rapidement une problématique qui est nouvelle, c'est que, sans entrer dans les détails, la biologie de synthèse contemporaine s'est beaucoup perfectionné dans les outils qui sont donnés pour manipuler le vivant. Il y a d'abord eu ces ciseaux doigts de zinc, etc. Et puis maintenant, on a parlé ça s'appelle CRISPR-Cas9, c'est beaucoup plus efficace. On peut couper un peu où on veut l'ADN, puis ensuite faire des recollements. Et surtout, le point important, c'est que c'est accessible à des relativement petites équipes. Un laboratoire qui est équipé. Et donc... après, les conséquences de ces travaux sont absolument colossaux parce que si ces expériences ensuite sont transportées à l'extérieur, que ce soit des OGM qui envoient leurs spores ou bien ce sont des animaux ou voire
voir des moustiques avec des virus. Il y a une expérience, ça a été fait au Brésil, ils ont lancé des moustiques manipulés, etc., pour des fins d'essayer de lutter contre le paludisme, et puis ça n'a pas marché, etc. Le fait que la question qui se pose, c'est que, alors, on peut parler du Covid-19 éventuellement, mais la question qui se pose, c'est qu'il semble qu'il y ait maintenant, au niveau du groupe ou même de l'individu, des possibilités qui sont ouvertes de nuire, des possibilités de faire prendre des risques globaux à des groupes tout petits, ou voire même des individus. Donc il y a une disproportion entre les conséquences de la liberté et finalement, la responsabilité collective. Ouais. Ça, c'est vraiment, je pense, la biologie de synthèse pose cette question, vraiment très forte. Et donc, alors voilà, comment est-ce que ça peut être, comment est-ce qu'on peut avancer sur cette réflexion qui semble actuellement en dehors du champ des préoccupations. Oui, on est vraiment dans des situations effectivement où, je dirais, petites causes, grands effets. Oui. Alors oui, tu parlais de la Covid-19, alors peu importe l'origine, hein, mais en fait au départ c'était sur une toute petite zone. Le développement alors que ça a été transmis par... On ne sait pas si c'est transmis, on ne sait pas, ou si c'est un accident. On n'en sait rien, mais de toute façon au départ... il y avait peut-être une centaine de personnes. Ah oui, mais c'est très localisé. Très localisé. Oui. Et puis finalement, disons en 6 mois, même moins que ça. Enfin bon, c'était répandu sur l'ensemble de la Terre, quoi. Hein, donc avec un virus qui était assez contagieux, sans l'être extrêmement, et pas très mortel. Alors au début, mais enfin maintenant on est quand même avec 4 millions de morts. Oui, mais justement. Sur l'ensemble de... Oui, mais 4 millions, tu peux te dire que c'est pas beaucoup. Non, je rigole. Je dis ça pour dire, imagine ce que ça aurait pu être avec un virus qui était plus virulent. Ça aurait pu arriver. Hein. Oui, c'est ça. Et donc il y a une disproportion qui est frappante et qui est vraiment inquiétante, parce que il est vrai que tout le temps, on est seriné par les questions de liberté individuelle. Donc, on n'a pas la gouvernance qu'il faut, c'est clair. Ce que je veux dire par là, on voit bien que tu peux avoir un hurluberlu dans un pays quelconque sur la surface du globe. Enfin, un hurluberlu, disons une clique. Hein, peut-être une dizaine. Un groupe de quelques dizaines de personnes, ça suffit. Bien organisé dans une sorte de laboratoire peu... Les laboratoires clandestins. Ça existe, je veux dire. Regarde quand même là, ça se passe même actuellement. Il y a beaucoup de choses dans les laboratoires existants qui se passent en catimini. Par exemple, ces 2 fillettes qui sont nées en 2018 en Chine, qui sont génétiquement modifiées. Et donc, dans l'équipe de ce chercheur He Yang-kui, personne ne le savait, et puis elles sont nées, puis voilà, depuis 9 mois, elles étaient quand même portées par une femme, et elles sont nées, et personne n'en savait rien. Et donc, ça veut dire qu'il y a un peu un problème de transparence sur tout ça, compte tenu des responsabilités et des conséquences. Là, ces fillettes, faut espérer qu'elles vont avoir... C'est pas complètement clair, d'ailleurs, parce que, c'est compliqué. Il y en a une qui est un peu une mosaïque, etc. Mais il faut espérer qu'elles auront une vie sans trop de souffrance. Mais les problèmes de virus sont très frappants. Donc, on peut même penser aujourd'hui que des virus sont façonnables, qui auraient des impacts différenciés suivant les types humains. C'est-à-dire en fonction de l'ADN des gens. On en est presque là. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que il y a une disproportion entre les possibilités de nuire et les outils qui sont nécessaires pour le faire. La bombe nucléaire, la bombe atomique, c'était un peu différent. Il fallait vraiment des grosses installations. En même temps, il y a, si tu veux, au moment par exemple de Cuba, là, de la crise des missiles à Cuba, il y a eu des débriefings après coup. Il y a des gens qui se sont retrouvés après, disons que après la chute du mur de Berlin, des anciens américains et russes qui étaient de part et d'autre. Et qui savaient des trucs. Qui se sont regroupés pour dire, et si on avait fait ça, qu'est-ce que vous auriez fait, hein?
Et alors en fait, ce qui apparemment a empêché que ça dégénère, c'est que les Russes étaient persuadés que les Américains avaient pensé au coup d'après. Et que s'ils faisaient ça, les Américains allaient faire ça. Or, les Américains n'avaient pas pensé au coup d'après. Ils n'avaient pas pensé aussi loin. Donc en fait, si tu veux, c'était à deux doigts de vraiment dégénérer en... Moi, ce qui me paraît... ce qui m'apparaît vertigineux, c'est que nous puissions être à la merci d'un joueur, d'un hurluberlu, ou d'un groupe un peu, fait, tu sais, c'est l'histoire d'Hérostrate, chez les Grecs, là, qui avaient mis le feu au temple d'Éphèse, temple d'Artémis, pour se faire connaître. On est solidaire, si tu veux. C'est bizarre, parce qu'on est dans un monde où tout nous pousse à l'individualisme, mais en fait, on se rend compte qu'on est solidaire, voilà. Qu'on veuille ou non. C'est-à-dire qu'un hurluberlu peut me faire ajouter des risques, me mettre des risques que je n'ai pas demandé, et il n'a aucun mandat pour le faire. Donc il y a une vraie question. Je pense qu'il faut des institutions collectives légitimes qui s'occupent de ça. Et donc les chrétiens, ils sont concernés par tous ces problèmes en général. On est concernés, mais on n'a pas plus de pouvoir que les autres. Non, si ce n'est pour interpellation. Mais quand même, par exemple, aujourd'hui, tu vois, alors là on parle, mais aujourd'hui, la question de la vaccination dans les pays pauvres. Oui. Alors, de toute façon, alors, dans un premier temps, les pays riches ont commencé par se vacciner eux-mêmes. C'est un peu égoïste, mais aussi c'était lié aussi aux contraintes logistiques qui auraient été difficiles à respecter dans les pays pauvres. Mais maintenant, une fois qu'on en est là, on sait très bien que si le virus continue à muter joyeusement, si je puis dire, dans les pays pauvres, ça va. Donc on va être contraint et forcé, obligé de vacciner tout le monde, de trouver les moyens de vacciner tout le monde. Enfin, en tout cas, je pense que c'est une éventualité. On voit bien qu'on est solidaire. On ne voudrait pas l'être, mais on l'est. Au prix de pas mal de dégâts. Parce qu'il est certain qu'il y a toute cette infrastructure. On a bien vu d'ailleurs dans nos pays l'infrastructure médicale qui va manquer pour gérer. Donc en fait, on est... Alors mais c'est vrai que donc ça veut dire tu veux mettre le doigt sur le fait qu'il y a un début de prise de conscience des responsabilités collectives sur un certain nombre de phénomènes. Dans le domaine de la santé, en fait, c'est pas si nouveau, ça a déjà été dit, mais on est solidaire, qu'on le veuille ou non. Parce que les situations de pauvreté engendrent des maladies qui, alors, souvent sont cantonnées chez les pauvres, mais pas toujours. De temps en temps, il y a des échappements. Oui, c'est vrai. Voilà, et donc pour cette simple raison. Alors, voilà. Et après ça, il y a une autre chose, c'est que, là, on parle des problèmes climatiques, on sait que ça va rendre certaines zones du globe inhabitables, et donc ça va engendrer des conflits armés, ou des mouvements terroristes. Et ça, il faut y penser aussi. Là aussi, on est solidaire, même si on ne veut pas. On ne peut pas avoir des stratégies égoïstes. Enfin, les stratégies égoïstes, elles sont pas possibles. Enfin, en tout cas, à moyen terme, elles ne sont pas possibles. À court terme, oui, tu peux toujours. Mais c'est pourtant quand même un peu ce qu'on a l'impression, il y a une espèce de fuite en avant mais qui un jour ou l'autre on va se heurter contre un mur. Alors, on a abordé un certain nombre de questions. On n'a pas répondu vraiment à toutes ces questions, mais je pense que ça peut être intéressant pour de pointer un certain nombre de questionnements. Voilà, et je pense qu'effectivement, les chrétiens et l'écologie ont une relation forte, non seulement... simplement comme ça pour sujet d'intérêt, mais de sujet d'action. Tout à fait. Tout à fait. C'est les mêmes modes d'action et c'est au fond des questions qui sont apparentées. C'est pas les mêmes, mais c'est des questions qui sont vraiment apparentées.